Alors Bruno, bonjour. Bonjour. Donc une agence qui s'appelle Transition, ça tombe bien. En plus j'en fais une. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est que cette transition énergétique? On va d'où vers où et surtout que voyons-nous? Alors, la transition énergétique, c'est effectivement prendre en compte les grands enjeux auxquels on est confronté en matière d'énergie et de climat. Bien évidemment, le premier enjeu auquel on est confronté, c'est celui du changement climatique. On le rappelle pas assez. Si on ne change rien au trend de consommation de combustibles fossiles, on ira vers une dégradation du climat de l'ordre de 5 à 6 degrés à l'échéance 2100. 2100, ça peut vous paraître loin, mais en fait, c'est après-demain. C'est peut-être même demain à l'échelle des temps géologiques, c'est dans 5 minutes à l'échelle des temps géologiques. Et donc, il faut vraiment qu'on inverse cette tendance-là et qu'on réduise très considérablement notre consommation de combustibles fossiles. Et la transition, ça va être de changer de modèle énergétique, justement, pour aller vers un système qui soit, c'est peut-être le terme du jour, beaucoup plus positif pour la société, pour l'environnement et pour l'économie, et c'est ce que je peux essayer de montrer en quelques mots. Pour savoir où on va, il faut savoir où on en est aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la slide suivante, mais aujourd'hui, quel est le type de consommation française en matière? Je pense que c'est important de rappeler dans un premier temps que l'énergie qu'on consomme, on la consomme pour des usages bien particuliers. Et vous avez ici les consommations principales, les chiffres c'est pour la France, mais c'est grosso modo la moyenne des consommations qu'on a dans la plupart des pays tempérés. Le principal poste, c'est de la chaleur domestique, l'eau chaude sanitaire, le chauffage et la chaleur industrielle. Et vous voyez que c'est un poste qui est effectivement très important. Le deuxième poste, c'est la mobilité, les déplacements de personnes et de marchandises. Et puis, le troisième poste, c'est ce qu'on appelle l'électricité spécifique. L'électricité spécifique, c'est les usages de l'électricité pour des fonctions qui ne peuvent pas être assurées par autre chose. L'éclairage, le fonctionnement de cette machine, un certain nombre de moteurs électriques qui n'ont pas de fonction de mobilité. On les met dans cette partie d'électricité spécifique. Et c'est vrai que c'est important de partir de ce repère-là parce que, notamment en France, pour des raisons qu'on comprend assez rapidement, dès qu'on parle d'énergie, on parle d'électricité, alors que l'électricité, ça n'est que 15% de nos usages. Donc il faut vraiment qu'on aborde le problème dans toute sa complexité. Et face à ces usages, on a des ressources qui permettent de couvrir ces usages. D'abord les ressources fossiles, le pétrole, le gaz et le charbon. Et vous voyez que ça fait 47 plus 21 plus 3, c'est-à-dire 71% de notre consommation énergétique. Les gaz à effet de serre, ils sont là. Ensuite, on a bien sûr le nucléaire en France qui est une part importante, mais si on le rapporte à l'ensemble de nos consommations d'énergie, le nucléaire, ça n'est que 18% de nos consommations. Et les renouvelables qui sont aujourd'hui à quelque chose comme 11%, l'hydraulique, le début de l'éolien et le tout début du solaire, et un petit peu de biogaz qui sont dans cette partie de renouvelables. Et pendant qu'on a donc tous ces chiffres qui sont là devant nous, ton livre s'intitule « Libérons les énergies pour une transition énergétique ambitieuse ». Est-ce que l'ambition, ce serait de diviser, je ne sais pas, par 5 la part du pétrole, de la faire tomber à 7%, de multiplier les renouvelables par 4? Est-ce que c'est ça l'idée? Alors peut-être juste avant de passer à l'idée, il y a un autre élément qui est extrêmement important et à prendre en compte et qui est d'ailleurs lié très directement à la question du pétrole, c'est que vous savez très bien que ce pétrole et ce gaz, en tout cas pour la France, qu'on n'a pas chez nous, on l'importe. Et ça représente 85% de notre déficit commercial. C'est une facture de 70 milliards d'euros chaque année. Et bien évidemment, c'est une facture qui augmente parce que le prix du pétrole augmente et il continuera à augmenter dans les années qui viennent. Si on était capable d'économiser 30% de notre consommation énergétique globale, on récupérerait pas loin de 20 à 25 milliards d'euros par an sur le territoire national. Je ne vous fais pas de dessin, 20 à 25 milliards d'euros, c'est ce que cherche le gouvernement pour relancer la compétitivité, c'est le trou de la sécurité sociale, c'est un programme d'investissement sur les transports. Et ça, moi, je vous le propose tous les ans. Pas mal, quand même, comme plan. Et donc, effectivement, la transition énergétique, c'est une nouvelle façon de traiter l'équation énergétique pour satisfaire de manière équitable et sûre, pour les hommes et l'environnement, les besoins énergétiques, la demande énergétique française, européenne et mondiale à l'horizon 2050, dans une société qui sera nécessairement sobre en énergie et sobre en carbone. Sobre en énergie, c'est important de le mentionner et c'est peut-être le premier point de départ. Si on revient sur le graphique qui a une allure un tout petit peu différente, finalement la transition énergétique, ça va être quoi? Ça va être de réduire considérablement notre consommation énergétique,
de façon à pouvoir donner beaucoup plus d'espace aux énergies renouvelables et réduire le plus possible, voire possiblement à zéro, la part du nucléaire et la part des combustibles fossiles sur le moyen terme et le long terme. C'est ça la transition énergétique. Et vous voyez bien que le premier point de départ, c'est ce qu'il y a sur la droite du graphique, c'est de réduire notre consommation énergétique. Si on ne fait pas cet effort-là, on n'arrivera pas d'abord à réduire suffisamment nos émissions de gaz à effet de serre, à remplir nos objectifs climatiques à l'échelle internationale. Et on aura beaucoup de mal à transformer le système énergétique, à substituer la totalité des combustibles fossiles et du nucléaire par des renouvelables. L'avenir, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut commencer par se fixer des objectifs ambitieux de réduction de la consommation énergétique. C'est d'ailleurs un des points qui est passé aujourd'hui. Vous savez qu'il y a eu un grand débat national sur la transition énergétique. J'ai eu la chance d'être un des membres du comité de pilotage de ce débat. On a réussi dans ce débat, qui a duré presque un an et qui a réuni tous les acteurs impliqués sur les enjeux de l'énergie, on a réussi à faire passer l'idée que le point de départ, c'était bien celui-là. C'était d'abord la sobriété et l'efficacité énergétique. C'est pour ça que dans le projet de loi qui rentre dans les jours prochains dans le pipe parlementaire, un des premiers objectifs, c'est la division par 2 de la consommation énergétique à l'horizon 2050. Alors, je ne vous cache pas que ça n'a pas été facile d'en arriver là, parce qu'un certain nombre d'acteurs qui étaient très promoteurs de ce schéma-là mettaient en avant le fait que ça serait un fantastique booster d'innovation, un stimulant d'une forme justement d'économie nouvelle. Et puis d'autres étaient très inquiets en disant non, l'énergie c'est le moteur de la société, et si on consomme moins d'énergie, on va mettre le moteur en panne. Ce qui est, à mon avis, une mauvaise façon de penser, parce que si effectivement l'énergie est le moteur de la société, ce n'est pas le pétrole qui est le moteur de la société. Il ne faut pas que ce soit le pétrole qui soit le moteur de la société. L'énergie, c'est toute forme d'énergie, et c'est cette transition vers laquelle il faut aller. Alors, pour ceux qui étaient là hier, vous avez pu entendre effectivement que dans les discours de Manuel Valls au départ ou d'Alain Juppé en fin de matinée, il y avait un consensus effectivement sur le diagnostic, comme tu disais. En revanche, on a l'impression que c'est quand même plus compliqué de faire bouger les choses. Il y a du mouvement, mais ça accélère moins vite que malheureusement les dérèglements climatiques, comme nous l'ont encore rappelé les experts du GIEC cet après-midi. Où sont les principaux nœuds gordiens à trancher ? Alors, transition, si on regarde l'étymologie du terme, ça veut dire passage d'un état à un autre. Et la difficulté, quand on passe d'un état à un autre, c'est de faire le deuil de l'état précédent pour aller vers quelque chose dont on ne connaît pas forcément tous les contours en détail. Il y a un côté un peu prise de risque, aventure. Or, on est dans une société qui peine à prendre des risques, et on est dans une société qui a du mal à comprendre que le fait d'abandonner le système ancien, ce n'est pas parce que le système était mauvais, c'est parce que les repères ont changé. C'est simplement ça, c'est qu'on n'est plus dans le monde de 1947-48, qui est le moment où on a configuré la politique énergétique. On n'est plus dans le monde de 67, où on a lancé le grand programme nucléaire en France. On est dans le monde de 2014, où il y a des nouvelles technologies, il y a des nouvelles attentes, il y a des nouveaux besoins. Et donc, il faut rebattre complètement les cartes et reconfigurer le modèle énergétique vers lequel il faudrait aller pour demain. Et c'est toute la difficulté de l'exercice, parce qu'effectivement, c'est pas simplement bouger des curseurs sur un graphique comme celui-là, c'est un vrai changement de paradigme. Je prends un exemple. Les énergies renouvelables, on le sait très bien, c'est pas des grosses installations Maus. C'est plutôt ce que j'appelle moi l'énergie en 4D. Diversifiée, on va aller chercher toutes les ressources possibles. L'éolien, le petit éolien, le grand éolien, l'éolien offshore, l'éolien terrestre, le solaire thermique, le solaire photovoltaïque. On peut faire du solaire au sol, on peut mettre un panneau sur une maison, on peut mettre des panneaux sur des toits d'usine. La biomasse qu'on peut utiliser pour faire des agrocarburants, si on s'intéresse aux agrocarburants de deuxième génération, ou qu'on peut utiliser dans la méthanisation. La filière bois, la géothermie peu profonde, la géothermie profonde. Il y a toute une foule, les énergies marines. Il y a une foultitude d'options techniques, et il faut aller chercher tous les potentiels possibles. Diversification, donc. Déconcentration, c'est plutôt des petites unités qu'on va rapprocher des sources de disponibilité de ces énergies. Et donc, on va plutôt multiplier les lieux de production sur la base assez simple que 1 fois 100, ça fait 100, 10 fois 10, ça fait 100 aussi, et 100 fois 1, ça fait 100 également. Et donc, on peut imaginer 100 petites unités qui feront la même chose qu'une grosse unité qui faisait 100. Donc, déconcentration, diversification et déconcentration, donc ça veut dire décentralisation. On va se rapprocher des territoires et on va donner la main aux acteurs sur les territoires pour qu'ils soient, eux, à même
de prendre les bonnes décisions sur cette articulation entre la réduction de la consommation et la production à partir de sources renouvelables. Et puis un 4e D pour dialogue. Parce qu'effectivement, si on multiplie les sources de production, on multiplie les points de friction avec le voisinage, avec des gens qui peuvent considérer que une éolienne, c'est moche dans le paysage. Entre nous, concours de beauté entre une éolienne et un pylône à haute tension, ça se discute. Mais en tout cas, il faut le mettre en débat. Et il faut faire apparaître l'idée qu'on peut, en tant que citoyen, en tant que collectif d'acteurs, on peut faire les bonnes décisions et faire les bons arbitrages entre l'énergie qu'on est prêt à consommer et l'énergie qu'on doit produire pour couvrir nos besoins de consommation. Et ça, c'est effectivement, ça se passe au niveau des territoires. Donc c'est essentiel de décentraliser la politique énergétique, ce qui est un petit peu le point de friction principal sur lequel on est aujourd'hui. Alors, il y en a un autre, c'est un 5e D, le D de dot. Il faut que tu parles en tant que citoyen et non pas en tant que politique, mais effectivement, on nous explique que pour qu'il y ait une vraie transition écologique, il faudrait qu'on aille vers une fiscalité infiniment plus verte, soit punitive, en taxant effectivement les énergies fossiles très fortement, soit encourageante, positive, puisque nous sommes au LH, enfin au positive économie, pardon, en encourageant les nouvelles énergies. Est-ce que la clé, c'est la fiscalité ou c'est un instrument parmi d'autres ? C'est pas la clé, parce qu'on est sur un système complexe et qu'il n'y a pas une solution miracle qui va nous sauver, mais c'est un des éléments importants du dispositif. De manière très simple, si on veut sortir des combustibles fossiles, il faut donner un vrai prix au carbone. Et le vrai prix au carbone, ça peut être effectivement une incitation sur le marché carbone, de façon à ce que les entreprises fassent les meilleurs choix pour valoriser le carbone qu'elles économisent. Et on sait que ça peut marcher. Ça a très très bien marché pour se débarrasser des pluies acides et des émissions acides, parce que c'est exactement le marché qui a été mis en place. Et en quelques années, on a été beaucoup plus vite que ce que prévoyait la convention qui organisait ce système. On n'est pas capable de le faire sur le carbone aujourd'hui, objectivement parce que les enjeux économiques sont plus lourds, mais on a un marché européen du carbone qui fonctionnerait si on était un peu plus ambitieux politiquement. C'est-à-dire si on n'avait pas distribué des quotas gratuits et si on ne soutenait pas aujourd'hui ce marché. Et puis, effectivement, c'est de mettre peut-être une taxe, alors on y est sur la contribution climat-énergie, de façon à ce que progressivement, on ramène, y compris nos comportements de consommateurs, vers des produits qui sont moins chargés en carbone et que, par ricochet, on encouragera une économie qui se tournera elle-même plutôt vers des produits de type renouvelable. Alors pour clôturer ce panorama d'ouverture, vous allez beaucoup voyager dans les minutes qui viennent sans bouger de votre siège. On va aller en Chine, on va aller en Afrique, mais je propose de rester un peu en France, puisqu'après tout nous sommes en France et je pense que ton ouvrage porte essentiellement là-dessus. Sur le terrain français, oui. Quelle note tu donnerais à l'élève français en matière de transition énergétique, qui était un des grands thèmes de la campagne de 2012 ? Il ne s'agit pas de faire du name and shame comme on dit dans l'éthique. Mais... Alors je ne mettrai pas de note parce qu'il paraît que les notes c'est pas terrible. Je mettrai une appréciation. Ah oui, c'est vrai. Après, il y a une session éducation à côté. Je dirais de bonnes intentions, mais peut mieux faire. Les intentions sont là. Encore une fois, la loi telle qu'elle rentre dans le débat parlementaire, elle fixe des caps, des objectifs qui sont très ambitieux et qui sont bons pour ça. Maintenant, est-ce qu'on a les moyens de ces ambitions ? C'est pas certain. Il y a un processus qui est intelligent, qui est une programmation pluriannuelle de l'énergie, où par tranche de 2 fois 5 ans, on va dire comment on va faire évoluer les curseurs justement pour atteindre les objectifs de 2050, ça c'est très bien. Le problème c'est que pour faire respecter cette programmation, on a un système qui n'a pas vraiment de dents. Et on demande aux grands industriels de faire des plans stratégiques, mais ça va être dans la négociation. On sait très bien aujourd'hui que dans tous les cabinets ministériels, dans toute la haute administration, il y a des gens qui ont plutôt l'ancien modèle en tête et qui sont plutôt sur la perpétuation de cet ancien modèle. Donc la friction, elle va être un peu rude. Il va falloir vraiment un gros courage politique pour faire passer ces idées-là. Donc oui, il peut mieux faire. Il y a des tas de domaines. On voit bien que, par exemple, sur la mobilité, on est très, très en retard. Sur les renouvelables, on est en retard. On a le 2e potentiel de vent en Europe. On est les derniers de la classe sur l'éolien. C'est regrettable. Il nous reste un tout petit peu de temps. On peut peut-être juste finir par une explication de texte de cette aberration. On a aussi le 2e domaine maritime au monde et on utilise très peu nos ressources submarines. Comment est-ce qu'on explique ça ? On a, pour le coup, la France est en train de prendre ce train-là
avec là aussi du très bon, de l'innovation, de la recherche-développement, des grandes entreprises, y compris nos majors de l'industrie qui se disent que là, il y a un secteur d'innovation et de développement intéressant. Mais encore une fois, la maladie française, où on a, je sais qu'on est au Havre, mais on a Brest, on a Nantes, on a Cherbourg et un peu le Havre qui se tirent la bourre pour dire c'est moi qui serai le champion. Le risque, c'est que pendant que nos régions se tirent la bourre, les Écossais passent devant, ou la Grande-Bretagne passe devant, en disant finalement, nous, on s'est mis d'accord et on avancera plus vite, quoi. Et donc là, je pense qu'il faut être très très prudent sur ces éléments-là. Il faut une vraie stratégie nationale, en s'appuyant bien sûr sur les spécificités locales et régionales, mais il faut quand même une impulsion stratégique nationale pour saisir ces grands enjeux. Merci beaucoup Bruno. Donc pour une transition énergétique déprimée, lisez les journaux. Pour une transition énergétique ambitieuse, lisez Bruno Rebel. Merci beaucoup. Merci.